Ah bah s'il n'y a pas de micro, ça sert à rien. Ça sert à rien ? Ouais, ouais, c'est bon. Bon. Écoutez, bonjour à tous, désolée pour le petit contretemps technique. Bienvenue à cette table ronde qui va parler des nouveaux métiers dans l'audiovisuel et plus particulièrement de la coordination d'intimité. Alors, depuis l'avènement du mouvement MeToo en 2017, les productions s'efforcent de prévenir les violences sexistes et sexuelles dans l'industrie audiovisuelle. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec le sujet, la coordination d'intimité est un métier récent qui vise à s'assurer du consentement de toutes les personnes présentes sur un tournage. Du coup, bonjour, je vais vous laisser vous présenter chacune et chacun une petite biographie, peut-être votre parcours aussi, s'il vous plaît. Moi. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Philine, je suis basée en Belgique, moi, donc je suis coordinatrice d'intimité du côté flamand, donc pas du côté francophone. C'est un pays tout petit, mais qui est assez divisé là-dessus. Et voilà, mon parcours très court. Danseuse. Master de chorégraphie, master en film de danse, Dance on Screen à Londres. J'ai habité très longtemps à Londres, j'ai fait du coordination de cascade, movement directing, et je suis passée dans la coordination d'intimité il y a 4 ans. Et j'ai installé ça en Flandre en fait. C'est cool. Et moi, Edith Chapin, je suis réalisatrice de documentaires notamment, je prépare aussi de la fiction. Je fais pas mal de documentaires sur des sujets assez divers pour des plateformes, pour Canal+, sur les sujets sport, société, etc. Et là, j'ai réalisé justement l'année dernière un documentaire sur la coordination d'intimité qui suivait une coordinatrice d'intimité qui s'appelle Paloma Garcia Martin. C'est une réalisatrice qui est assez connue pour son regard sur la sexualité des femmes dans le monde du cinéma, qui s'appelle Iris Bray, et je les ai suivis pendant le tournage d'une scène d'intimité de la série Split, qui est sortie sur France Télé Slash il y a 6-7 mois. Et donc ça a été, voilà, je suis venue ici pour parler de ce documentaire en particulier. Je suis Monia Etelhadj, je suis coordinatrice d'intimité depuis 4 ans. Moi j'ai eu une première vie qui n'a absolument rien à voir avec l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. J'étais juriste et puis à la quarantaine j'ai repris une autre vie. J'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'ESSEC, je ne sais pas si vous la connaissez, à Paris. Et j'ai entendu parler de ce métier, je me suis formée auprès d'un organisme américain et j'ai fait d'autres types de formations et j'ai commencé à travailler il y a 4 ans. Alors moi je m'appelle Sébastien Perrola, je suis agent d'acteur et d'actrice. J'ai eu une autre vie aussi avant parce que j'étais prof à l'université en histoire. Et puis pour tout un tas de raisons j'ai changé de voie. Je suis devenu assistant d'un agent pendant 8 ans et ça fait 8 ans que je suis agent dans une agence qui s'appelle Time Art. Donc voilà, on présente des acteurs, des actrices, des réalisateurs et des auteurs. Et moi, je suis Jade Robin, je suis chef de projet à la CPNEF de l'audiovisuel, la Commission paritaire nationale emploi-formation. Et moi, j'ai un master en communication et un master recherche en audiovisuel. Merci pour cette petite présentation. Est-ce que dans un premier temps, je m'adresse surtout à Philine et à Monia, du coup, vous pouvez nous définir ce que c'est que la coordination d'intimité? Je sais pas comment tu fais toi. Alors, la coordination d'intimité, donc c'est un nouveau métier. C'est un métier, ce n'est pas juste une fonction, ce qui veut dire que c'est pas une personne qui est déjà sur le plateau qui va tout d'un coup se charger de la coordination d'intimité. Et c'est un métier qui va venir soutenir la mise en scène, les actrices, pour la création, la préparation et le tournage de ces scènes d'intimité. On reviendra peut-être après sur la notion d'intimité. C'est un métier où on va essayer de créer une culture du consentement à l'échelle d'un projet. On va venir ouvrir un espace où chacun va pouvoir venir exprimer ses limites, ce qu'il veut bien faire, ce qu'il ne veut pas faire. On va aider la mise en scène à chorégraphier ces scènes d'intimité pour pas qu'elles soient complètement improvisées. Voilà, c'est ça la coordination d'intimité. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais c'est vraiment faire en sorte de venir matcher, faire en sorte que la vision de la mise en scène puisse matcher avec les limites et ce
qui est en mesure de faire un acteur, une actrice. Ouais, voilà. Non, moi, ce que j'aime bien comparer, parce que ça parle plus souvent aux gens déjà, c'est la coordination de cascade. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, il y a un peu deux phases. Enfin, c'est très schématisé parce qu'il y a bien plus. Mais c'est un peu la chorégraphie, l'histoire, le storytelling, qui fait quoi avec qui. Donc, physiquement, qu'est-ce qu'on va faire, enfin, qui fait quoi avec qui. Et la deuxième casquette, c'est un peu, c'est le bien-être. Sauf qu'en cascade, on va se faire mal, on va avoir un bleu, ça va se voir tout de suite, se casser une jambe. Enfin, voilà, si c'est pas bien fait, on le saura. Alors qu'avec nous, c'est plutôt le bien-être, c'est le mental en fait qui va prendre. Donc on surveille ça aussi, ce côté bienveillant et consentant. Un truc comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand ça intervient dans le processus du film exactement? Il faut que ça intervienne très rapidement, très en amont, puisque l'essentiel du travail se fait en préparation. Parce qu'on n'est pas juste là le jour du tournage, ça n'aurait pas de sens. Et en fait, dès qu'on commence dans l'écriture à voir des versions qui sont plus ou moins finalisées, même si ce n'est pas les toutes dernières, il faut commencer à se dire, bon tiens, dans mon projet, il y a de l'intimité, il y a de la nudité, il y a un peu de violence, il y a des choses qui peuvent venir réveiller l'émotionnel, le corps. Et là, il faut tout de suite commencer à se poser la question. Et donc, les producteurs qui sont les plus en amont, doivent se poser tout de suite la question d'engager ou pas un coordinateur, une coordinatrice d'intimité. Donc plutôt dès l'écriture. Ah oui, dès l'écriture, et parfois même on voit que certains metteurs en scène, metteuses en scène font appel pour l'écriture des scènes d'intimité à des coordinateurs d'intimité pour qu'on puisse les aider à développer, parce que c'est vrai que parfois on trouve des choses très générales, ils font l'amour passionnément, fougueusement, ça ne veut absolument rien dire. Et quand des comédiens, des comédiennes disent oui à un projet, c'est un peu comme s'ils signaient un chèque en blanc en fait. Ok, ils font l'amour, mais ça veut dire quoi en termes de nudité, en termes de position, en termes de cadrage bon. Ouais. J'en suis même arrivée plus loin, et ça c'est vraiment une boîte de prod en Belgique, en Flandre, on est sur une série qui marche plutôt pas mal, donc on a la 3e saison, et du coup, d'une saison à l'autre, j'appelle les comédiens pour savoir où ils en sont, pour nous dire, au niveau des limites, qu'est-ce qu'on peut emmener dans l'écriture. Donc avant que les scénaristes recommencent à la prochaine saison, on leur demande déjà un peu plus, un peu moins, on reste pareil, est-ce que tu veux t'aventurer dans d'autres choses, est-ce que pour X ou telle raison, on en fait un peu moins l'année prochaine. Et donc on est même arrivé au stade. Donc c'est génial en fait, c'est génial quand les gens nous suivent là-dessus et que tout le monde est dans un confort en fait. C'est super parce que on peut par exemple avoir des comédiennes qui ont une grossesse entre les 2 saisons, par exemple, elles ont peut-être envie de... On ne sait pas trop ce qui arrive, entre 2 saisons, il se passe 1 an et demi. Oui, voilà, exactement, c'est ces choses-là en fait, parce que les gens évoluent et c'est pas parce qu'on a dit oui sur un tournage, c'est très contextualisé, tout dépend qui est ton partenaire, tout, les cadrages effectivement, donc où on en est dans notre tête à ce moment-là, ils essayent de se projeter un peu, donc avec l'expérience qu'ils ont eue, où est-ce que je vais aller avec ça, quoi. Donc c'est chouette. Donc pré-prod et même avant. Merci. Du coup, vous dites, vous avez réalisé un documentaire qui s'appelle Sexist Comedy, la révolution des coordinatrices d'intimité, que vous avez coécrit avec Iris Bray pour France TV Slash, et qui explore la révolution éthique sur les plateaux de tournage et qui défend une vision féministe et révolutionnaire de la représentation de la sexualité féminine. Et donc, du coup, nous allons regarder la bande-annonce en fait. Par contre, le son va sortir de l'ordinateur. Donc j'espère que tout le monde va bien entendre. Oui, alors en fait, on a réécrit l'histoire. Il monte comme ça, il te passe le cul, et après vous faites l'amour. Alors excusez-moi, tout ce qui est marqué sur le scénario. La coordination d'intimité, ça s'est vraiment développé comme discipline vers 2008 plus ou moins. C'est intéressant de se dire qu'il y a aussi une chorégraphie de ce passage et qu'on sait exactement ce qu'on fait, étape par étape. Je suis prête à faire plein de choses, mais si on discute. Mon but, c'est d'apporter le plus d'infos possible pour que vous puissiez décider de participer ou non, ou participer peut-être différemment à ce qui va être demandé. Minimum de personnes sur le plateau, s'il vous plaît. Les comédiens, ils sont protégés par personne. C'est vraiment, est-ce que le producteur est une bonne personne ou pas? Et puis, vous faites l'amour.
C'est-à-dire? Moi, je voulais vous demander pourquoi est-ce que vous avez voulu réaliser ce film et est-ce que vous avez rencontré des défis lors de sa diffusion? Je l'ai réalisé parce que tout simplement Iris Bray, on se connaissait et en fait elle voulait faire un documentaire sur ce sujet-là, mais elle travaillait sur sa série et elle cherchait une personne en fait pour faire le documentaire avec elle. Et comme voilà, on parlait quand même d'intimité aussi parce qu'il fallait ouvrir un plateau où il y avait, on allait tourner, on allait faire un documentaire sur une scène d'intimité qui est déjà compliquée à tourner sans documentaire, donc il fallait se faire confiance. Et moi c'est comme ça que je suis venue aussi parce que je connaissais Iris, son travail justement sur, déjà en tant qu'essayiste, sur le regard qu'elle porte sur la sexualité des femmes. Et c'est ça aussi qu'on a voulu montrer, c'est qu'en fait avec ce film, même moi ce que j'ai compris, mon cheminement, ça a été qu'on est biberonné en fait d'images, on va dire assez stéréotypées, en tout cas à mon âge, j'ai l'impression que ça change aujourd'hui, mais sur la sexualité des femmes, sur la sexualité notamment des femmes lesbiennes, etc. Et en fait, comment on reprend un peu ces codes-là, comment on réinvente en fait, on représente nous notre sexualité pour en fait arrêter de reproduire des stéréotypes qui ne sont pas forcément justes. C'est aussi pour ça en fait que j'ai fait ce film. Et donc pour la personnalité de Iris et son travail, et aussi donc pour Paloma, qui est aussi prône en fait le fait que la coordination d'intimité soit presque devienne en fait obligatoire, hein, comme vous sur les plateaux. Et en fait moi je l'ai fait surtout parce que j'avais ces deux personnalités là que j'avais vraiment très envie de suivre et qui sont pour moi très très inspirantes. Et après les défis et les complications, c'était de trouver des actrices qui voulaient bien en fait témoigner et parler justement de moments où elles ont eu ou il des scènes d'intimité qui se sont pas forcément bien passées. Alors que moi au début du film, je pensais que la parole était assez libérée sur ce genre de sujet-là. Judith Godrèche n'avait pas encore justement réouvert un peu le débat et remis une couche sur tout ce qui se passait. Et en fait, en rencontrant des actrices, je me rendais compte, moi qui pensais que tout était un peu réglé, que non, en fait, il y avait encore beaucoup de problèmes, que voilà, soit elles ne savaient pas qu'il y avait une scène d'intimité, soit on leur disait qu'il y en avait une, mais c'était pas celle qu'elles avaient lue précédemment dans le scénario, il y avait un changement en fait de dernière minute sur le tournage, etc. Ou même évidemment des agressions qui étaient beaucoup plus poussées. Et donc j'ai eu, voilà, le truc qui a été compliqué, c'était de trouver des actrices qui voulaient bien, à visage découvert, publiquement, parler de ces sujets-là. Donc il y en a quand même un certain nombre. Donc il y a Anna Girardot, il y a les actrices de l'ADA qui sont quand même des actrices connues qui ont bien voulu en parler. Mais il y en a beaucoup d'autres qui, pour des raisons différentes, ne voulaient pas. Parce que c'est encore... là, ça a changé justement. Je parlais de Judith Godrèche, j'ai l'impression que ça a encore rechangé depuis qu'elle s'est exprimée. Mais il y avait encore ce truc de... en fait, tu dis que c'était pas bien quand tu as fait une scène d'intimité, tu es un peu, en tant que nana, la relou qui veut pas se montrer, etc. Donc tu peux perdre des opportunités, tu passes pour la chieuse, etc. Et donc il y avait encore ce côté où certaines actrices ne voulaient pas en parler. Mais c'était à cet instant-là, et j'ai encore l'impression, donc peut-être que je me trompe, mais que depuis que Julie Godrèche est encore réintervenue là récemment dans le débat sur ces sujets-là, parce que c'est vrai que les histoires, moi, avec Benoît Jacot, etc., on m'en avait parlé pendant le tournage, mais c'était un peu des espèces de, pas de secrets, mais on me disait oui, il y a peut-être des trucs avec Julie Godrèche, etc., mais on ne savait pas si c'était vrai, etc. Et j'ai l'impression que la parole s'est d'autant plus libérée depuis qu'elle s'est exprimée récemment sur le sujet, donc j'en suis contente. Et je me disais, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, que peut-être que si je faisais le documentaire aujourd'hui, ce serait plus facile d'avoir accès à certaines actrices qui aujourd'hui, d'ailleurs certaines que j'ai contactées, qui à l'époque ne voulaient pas intervenir dans le documentaire, mais qui commencent à s'exprimer sur le sujet. Donc voilà, vraiment les freins, c'était plutôt ça. Et sinon, nous, après, tout était hyper cadré pour le film. Les distributeurs, enfin la plateforme France TV Slash avait vraiment envie d'en parler. Ils nous ont pas du tout, entre guillemets, fermé les portes. On a voulu montrer ce qu'on voulait, etc. Donc ça, de ce côté-là et de ce point de vue-là, on était avec... ça s'est très bien passé avec France Télévisions et les producteurs, en tout cas de mon côté. Du coup, tu as parlé des actrices, de leur expérience, etc. Donc je me tourne vers toi, Sébastien. En tant qu'agent, du coup, tu représentes les acteurs. Quelle est ton expérience face à l'évolution de ce nouveau métier-là et comment tu en as entendu parler? D'abord, c'est ce que tu disais, c'est un métier qui est relativement récent. Donc, avant, on faisait 100, de toute façon, ça n'existait pas. La première étape, quand même, c'est le casting. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des surprises quand même en casting de temps en temps, et on a des retours parfois assez étonnants. On avait de moins en moins des retours assez étonnants d'acteurs, et on a une part de responsabilité parce qu'on les envoie passer des castings, et on a des retours où il faut
seins nus devant les directeurs de casting, ça peut paraître étonnant. Donc ça c'est quand même la première étape. La deuxième étape c'est la lecture d'un script. On sait quand même ce qu'il y a ou pas à jouer dessus. Et moi c'est ce que je dis à mes comédiens ou comédiennes. S'il y a des scènes qui les dérangent, il faut tout de suite qu'ils puissent en parler au réalisateur ou à la réalisatrice. Je pense qu'une fois que le process est engagé, c'est parfois un peu tard, malheureusement. Ouais. Donc en amont, ils lisent le script, il y a des choses qui les dérangent, on en parle tout de suite. Et puis après, en règle générale, je la peau de singe, mais ça se passe plutôt bien, grâce à vous en plus maintenant. Puis quand ça déborde, quand ça se passe mal, parfois ils n'en parlent pas, les acteurs n'en parlent pas. Et puis parfois la parole se libère. Alors là, c'est en ce moment, je trouve, assez puissant. Les journalistes ont décidé aussi de mettre un peu leur nez dedans. Il va y avoir plusieurs enquêtes qui vont sortir, a priori, sur 3 gros médias. Voilà, après nous, comment on peut les protéger quand tu es agent? Il faut être honnête, on connaît quand même certains noms de producteurs ou de réalisateurs, donc on peut toujours prévenir l'acteur ou l'actrice. Une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fait grand-chose, malheureusement. On a forcément une part de responsabilité quand ce sont des jeunes filles ou des jeunes garçons qu'on envoie. Alors c'est pas à la boucherie, il ne faut pas exagérer, mais parfois oui, on peut avoir peur de ce qui va se passer. Je trouve de moins en moins quand même. J'ai l'impression que les acteurs se parlent beaucoup plus aussi entre eux et surtout ne se laissent plus faire ou moins faire. Il y a certainement la peur aussi de ce que tu disais, peut-être de dire non et d'avoir peur après d'être pas blacklisté, mais de se dire alors on va plus jamais faire appel à moi. Nous, ce qu'on peut faire de temps en temps, s'il y a des scènes d'intimité, effectivement, c'est vraiment de se renseigner sur savoir si ça va être tourné en équipe réduite. En général, quand même, c'est tourné en équipe réduite. Bon, mais ça peut aller. Moi, je suis atterré sur les contrats qu'on reçoit. Par exemple, on ne prévoit pas de loge. Alors, je me doute qu'il n'y a pas de loge pour tout le monde. Mais ça n'a l'air de déranger personne qu'une actrice se change entre 2 camions dans la rue. Pas de problème. Alors, si c'est un mec, a priori, c'est pas grave. Et si c'est une nana, c'est pas grave non plus. Pardon, c'est déjà une première forme d'agression. Et alors, je comprends qu'ils ne puissent pas prendre 30 chambres d'hôtel pour que tout le monde se change, mais c'est totalement surréaliste de savoir qu'il n'y a pas de pièce pour qu'une actrice ou un acteur se change. Complètement. Et d'ailleurs, Philine, quand on avait échangé tous les deux en amont, tu m'avais dit que les premiers coordinateurs, entre guillemets, c'était les maquilleurs. Non, ouais. Non, l'idée, c'est que je disais, oui, c'est un nouveau métier, mais il y a beaucoup de gens qui sont bienveillants à la base. C'est pas que c'est nouveau, les gens qui prennent soin des autres. Et qu'effectivement, pour moi, il y a beaucoup. Mon premier pas quand j'arrive sur un plateau, c'est d'aller voir les maquilleurs, les maquilleuses, les habilleuses, pour savoir comment ils se sentent aujourd'hui, comment ça s'est passé hier, pour prendre un petit peu le. Les comédiens échangent beaucoup avec eux. Oui, il y a beaucoup d'échanges, donc c'est très intéressant. C'est une source on espère après de bienveillance, mais les comédiens se lient avec ces personnes-là qui sont là au jour le jour, qui sont là souvent pour 2-3 mois de projet. Des heures avec eux, un maquillage, ça peut être des heures et des heures. Voilà, donc ils savent beaucoup de choses et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça que même moi, ma carrière de danseuse à l'époque encore en théâtre, mais oui, il y a des échanges qui sont très intenses et c'est les psychologues de base en fait, c'est les gens qui sont au premier rang en fait pour tout ce qui est émotion en fin de journée, c'est dans leur fauteuil que les comédiens terminent leur journée, c'est là qu'ils leur commencent leur journée. Donc oui, ça existait déjà avant, c'est pas pour dire qu'on a réinventé quelque chose qui n'existait pas, et bien sûr c'est beaucoup plus fondé, il y a beaucoup plus de structuré, il y a un côté légal qui est important aussi, donc ouais. Si j'en reviens au cœur de métier, est-ce que vous pouvez me parler de la formation qu'il faut faire pour devenir coordinatrice d'activité? Alors, la formation, en fait, c'est le métier de coordination d'intimité. C'est un métier qui va toucher plein de domaines un peu différents. Aujourd'hui, il existe des organismes de formation, mais uniquement dans les pays anglo-saxons ou dans les pays nordiques aussi, en Europe du Nord, qui forment à ce métier. Il n'existe pas de formation en France.
voilà ce que je peux dire sur la formation. C'est important de se former parce que les gens vous font confiance et ont l'impression d'être soutenus dans ce travail d'intimité et donc ça peut vous mettre dans des situations compliquées en fait quand vous gérez pas ou quand parce que bon c'est des sujets délicats que vous devez aborder avec des comédiens, avec un réalisateur, le producteur, donc tous ces gens-là en face de vous, il faut quand même arriver à répondre à leurs besoins qui sont tous différents. Un producteur, lui, il veut que ça se passe bien, il veut pas, voilà, c'est la sécurité juridique pour lui avant tout. Un réalisateur, il est dans son processus créatif, il n'a pas envie d'être empêché et qu'il y ait quelqu'un qui lui apporte que des mauvaises nouvelles. Et les actrices ont besoin d'être soutenues, de travailler de manière éthique et professionnelle. Voilà, donc tout ça sont des besoins qui peuvent un peu parfois venir en contradiction les uns par rapport aux autres. Et il faut arriver, vous, à être la personne qui va faciliter tout ça. C'est pour ça que c'est de la coordination et pas du coaching. C'est-à-dire qu'on ne vient pas coacher un comédien pour qu'il joue mieux de l'intimité. Mais il y a un vrai travail de coordination entre les différents départements d'un projet. J'allais dire, c'est là où nous, on intervient en tant que CPNEF. Donc, c'est vrai que pour repréciser un peu notre structure, nous, CPNEF pour Commission Paritaire Nationale Emploi Formation. Commission paritaire parce qu'on regroupe les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, nationales parce qu'on intervient sur l'ensemble du territoire, et Emploi Formation parce que notre mission première, c'est de participer à l'élaboration d'un écosystème emploi-formation qui soit vertueux. C'est-à-dire qu'il y ait une adéquation entre les besoins en recrutement, les besoins en compétences des professionnels de l'audiovisuel et les formations. Et nous, donc, on a mené un état des lieux début 2023 sur la coordination d'intimité en France, notamment parce qu'il y avait cette problématique de ce métier, est-ce que c'est un métier c'est un métier récent, mais c'est aussi un métier en émergence, c'est-à-dire qu'il est en cours de structuration, et quelles sont les formations qui y mènent. Et c'est vrai que, comme le disait Monia, aujourd'hui, on n'a pas de formation en France qui mène à ce métier-ci. Et donc nous, quand on a mené cet état des lieux, on avait plusieurs questions. D'abord, comment est-ce qu'elle a été, l'activité de coordination d'intimité a émergé à l'étranger, comment est-ce qu'elle s'est structurée à l'étranger, et puis comment est-ce qu'elle est arrivée sur le territoire français. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est arrivé par les plateformes anglo-saxonnes, et qu'aujourd'hui, les quelques coordinatrices d'intimité qu'on a recensées, qui travaillent aujourd'hui en France, sont en fait des coordinatrices qui travaillent principalement sur des productions anglo-saxonnes. Et puis, partiellement, un peu ponctuellement, on travaille sur des productions audiovisuelles et cinéma françaises. Et donc la deuxième grande question, c'était est-ce que c'est un métier ou est-ce que c'est une activité? Parce que la coordination d'intimité, elle vient notamment dans toutes les questions dont on a parlé, de violence et de harcèlement sexiste et sexuel. Aujourd'hui, sur les tournages en France, le CNC a mis en place l'obligation d'un référent VHSS sur les tournages. Ce référent, c'est quelqu'un qui va être référent en plus de son métier d'origine. Et il y a une vraie confusion qui existe entre ce référent VHSS et le coordinateur ou la coordinatrice d'intimité. Donc c'est quelqu'un qui est là au cas où il y a un problème. Et ce qu'on a vu quand on a commencé cet état des lieux, c'est que, en fait, comme vous le disiez, le coordinateur d'intimité, il arrive quand il y a une scène d'intimité. Donc souvent, c'est plutôt défini comme une scène où il va y avoir de la nudité, où il va y avoir du sexe simulé, où il va y avoir des violences sexistes ou sexuelles, où il va y avoir des caresses, des baisers. Et que ces scènes-là, elles ont des enjeux particuliers. Et qu'à enjeux particuliers, il faut des réponses aussi appropriées. Il y a des enjeux sécuritaires, comme vous le disiez, faire en sorte que l'intégrité physique et morale des actrices soit respectée, mais aussi de toutes les équipes qui sont partie prenante de ce projet, parce que par exemple, on a des scènes de violence, ça peut faire écho aussi à des traumas du côté des équipes techniques. Des enjeux artistiques, ça aussi vous le disiez, comment est-ce qu'on montre cette diversité qui peut exister à l'écran et comment on fait pour que l'intimité des acteurs soit pas celle qu'on voit à l'écran, mais que ce soit bien l'intimité des personnages qui sont interprétés. Et puis, vous disiez aussi des enjeux financiers, parce que le malaise, ça coûte cher. Quand on doit rejouer des scènes, que ça prend du temps, il faut aussi payer tous les professionnels qui sont sur le tournage. Et quelque chose de bien préparé, c'est aussi quelque chose qui, derrière, ira plus vite à tourner. Et donc, la coordination d'intimité, c'est un métier, parce qu'il y a toutes ces activités à prendre en compte. Et aujourd'hui, nous, notre première action, ça a été de créer une fiche métier, pour qu'il y ait un repère
quelque part où on dit, bah voilà, coordination d'intimité, rapidement c'est ça. Voici les activités qui sont mises en œuvre, voici les moments où on peut faire appel à un coordinateur d'intimité en amont du tournage, pendant le tournage, après le tournage, et voici les compétences nécessaires à l'exercice de ce métier. Parce que la notion de compétence est hyper importante. Nous, on a l'habitude, en tant que CPNEF, d'intervenir quand il y a un gros besoin en recrutement. Voilà, par exemple, on sait qu'il y a des gros besoins en recrutement en administration de production. Donc on va créer des certifications pour répondre à ces gros besoins en recrutement. Donc il n'y a pas assez de formation, donc nous on fait une certification unique et de référence pour qu'il y ait différentes formations qui puissent être mises en place et qu'on réponde à ce métier-là. Là c'est différent. Là c'est aussi quand même la coordination d'intimité est très médiagénique. On en parle beaucoup et pourtant aujourd'hui il y a très peu de professionnels qui ont les compétences pour exercer ce métier et on s'aperçoit qu'on a des professionnels qui par ailleurs ont été chorégraphes, ont été psychologues qui arrivent qui disent bah, moi j'ai les compétences pour. Et la CPNEF a décidé de créer une certification métier justement pour être de référence. Et de dire, bah voilà, une certification, ça répond à toutes ces compétences qu'on aura listées dans cette fiche métier. Et là, nous, on est au tout début, puisqu'on vient de la créer, donc on est en train on est en cours d'ingénierie de certification, donc on est en train de formaliser toutes ces compétences. Et on essaye de trouver un organisme de formation qui puisse nous accompagner là-dedans. Parce que en France, on n'a pas d'organisme de formation qui sont capables de mettre en place ça. Et nous, on a cette capacité d'action parce qu'on regroupe toutes les organisations syndicales et qu'on peut faire appel à des experts métiers pour monter une certification et un projet qui fasse consensus, sur lequel on puisse s'appuyer. Ça ne dira pas le tout et la vérité, mais au moins on aura un peu un phare dans la nuit sur ces questions. C'était la partie formation. Merci. Est-ce que par hasard tu as des chiffres du nombre de coordinateurs qu'il y a en France et en Belgique? Alors, on n'a pas de... En fait, c'est tellement de niche comme métier qu'il a été très compliqué. Nous, ce qu'on a dit, c'est... Ah bah, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, vraiment formés comme... moi, j'en connais 2-3, hein, c'est tout. Hein. On était à 4. Après, si tu vas sur LinkedIn, tu vas en trouver pléthore. Hein. Mais c'est qu'un nom. Hein. Et c'est justement ça, et c'est vraiment pour accompagner les professionnels, pour dire qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Et ce qui est encore plus difficile, c'est que en fait, les besoins en recrutement sont très faibles, parce que vous intervenez combien de temps sur un tournage? Oui, non, mais en fait, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que comme ça fait partie de sujets de société, du coup, tout le monde veut être coordinatrice d'intimité ou coordinateur d'intimité. Et les gens fantasment aussi beaucoup ce qu'on fait et ce qui se passe sur un tournage. Et bon, voilà. Donc, on a l'impression qu'on en parle beaucoup, mais dans la vraie vie, on est, en France francophone 2-3, on ne croule pas sous le travail. Enfin, moi, mes collègues, elles peuvent encore prendre beaucoup de projets. Hein, donc il y a beaucoup d'attentes derrière ce métier, mais il n'y a pas énormément de demandes non plus. Et puis de toute façon, dans tous les projets, il n'y a pas forcément de l'intimité. Hein. Donc déjà, ça se fait naturellement, quoi. Enfin, en Flandre, ils m'ont demandé aussi, ça fait 3 ans qu'ils m'ont dit, mais oui, tu peux pas former des gens? Bon, déjà, c'est un autre métier, former des gens, c'est très bien, mais déjà, c'est un métier à plein temps et moi, je préfère faire le métier plutôt que de former des gens. Mais surtout, l'état des lieux, est-ce qu'on en a besoin, quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose de former 20-30 personnes à l'année? Et ces gens ne alors travailleront finalement, pas. Ils ne travailleront pas. C'est comme les coordinateurs de cascade, je ramène ça à ça parce que c'est d'où je viens. En Flandre, et je pense qu'ils sont 2, ça fait 15 ans, c'est dans le monopole. Parce qu'effectivement, on est sur un tournage, 1 jour, 2 jours, peut-être 10, peut-être 12 quand c'est un grand truc. Mais voilà, on n'a pas de boulot à plein temps. Ça reste un métier de niche. Enfin, ouais. Ça reste très... Et c'est vrai que dans l'état des lieux, on avait aussi toute une partie sur aujourd'hui, quelle est la perception de la coordination d'intimité par les différentes équipes. Parce que, comme vous le disiez, un réalisateur, il peut avoir envie de faire appel à un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité parce que lui a envie une envie artistique de comment créer cette scène, mais il y a aussi beaucoup de freins. Parce que cette relation directe réalisateur-actrice ou acteur, elle est très privilégiée, mais ça peut être du côté des réalisateurs, mais aussi du côté de la production. Il faut payer quelqu'un pour qu'il soit coordinateur d'intimité, donc c'est un coût en plus. Après, il y a beaucoup d'actions autour de la coordination d'intimité qui sont aussi des actions de sensibilisation des différents métiers autour. Et puis, au niveau de la formation, nous, c'est aussi des questionnements qu'on a en cours, parce que là, on parle d'une formation métier,
mais il y a aussi finalement des formations qui sont complémentaires à un métier. Quand on est agent, par exemple, comme vous le disiez, comment est-ce qu'on fait pour relire un contrat? Qu'est-ce qu'on peut mettre de l'ordre de la coordination d'intimité? Est-ce qu'il y a des clauses particulières, par exemple, sur la nudité, sur Alors, oui, ouais, il y a des clauses. Tout dépend des films, c'est ce que tu disais. Le film sur la Première Guerre mondiale, on est assez tranquille. Je me souviens d'un film de Catherine Breillat. Il y avait besoin de mettre des clauses très spécifiques pour protéger l'actrice en termes de doublure, en termes de protection en général. Ce que tu disais, je crois, ouais, ce sont les plateformes américaines qui nous ont apporté des clauses de nudité d'ailleurs qui étaient énormes au début, alors que les Français ont plaqué. Alors, il y avait des clauses qui étaient énormes pour une demi-journée, c'était un peu fou, mais pour le coup, là, pratiquement toutes les productions ont leurs clauses et elles sont annexées au contrat. Alors, il n'y a pas que la nudité, il y a aussi la façon dont on doit se comporter sur un plateau, la façon dont on doit parler aux gens, ça paraît assez logique en règle générale, mais bon, il faut le rappeler. Donc ça, c'est pratiquement annexé systématiquement au contrat, que ce soit en télé d'ailleurs, ou en cinéma. Il y a qu'au théâtre, ça n'est pas encore arrivé, mais ce serait bien que ça arrive aussi. Donc ça, oui, c'est pratiquement... et nous, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut que dans nos matrices de contrat, on les mette. Là, on n'a pas mis encore parce qu'on se sert de celle des productions. Et c'est vrai que c'est aussi ce questionnement-là de ne pas plaquer finalement des manières de faire qui viendraient des pays anglo-saxons qui ne correspondent pas à la culture. Ils ont quand même ouvert un peu la voie, parce qu'on était quand même très en retard. Et ils plaquaient leurs clauses, notamment toutes les clauses Netflix, c'était stupide, parce qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas comme nous. Mais le fait est que ça a quand même fait avancer le débat chez nous. Ça, c'est bien. Ce qu'il y a dans les clauses flamandes, c'est qu'il n'y a pas encore vraiment les nudity riders, il n'y a pas encore écrit au détail, dans cette scène on verra ça, 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 voilà, il n'y a pas encore tout ça. C'est juste le rôle qu'on tient de là. Non, il y aura la présence d'un collecteur d'intimité. Il est dans le contrat, ça. Donc ça, du coup, ça ramène déjà pas mal d'obligations par rapport à une production. Si un comédien ou une comédienne vient uniquement à condition qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe uniquement de ça. Alors moi, j'ai pas le souvenir qu'il y ait ça dans mon contrat. Maintenant, si demain j'ai une actrice qui doit tourner un film dans lequel il y a les scènes d'intimité, si elle me le demande, ou même si moi, ça peut être moi qui prends l'initiative, je le noterai au contrat. À charge à la production d'accepter après, parce que c'est ce que tu disais, tout ça c'est un une vraie formation des agents. Est-ce qu'ils auront envie ou pas de l'accepter? En ça règle dépend générale, toujours de la notoriété de l'acteur ou de l'actrice. On une refuse jeune qui rien à débute, certains. ça va être compliqué. Non, c'est mieux quand la décision vient de la prod, comme ça c'est vraiment après ça. Voilà, ça se... Et je reste persuadé qu'il faut de toute façon, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, en parler très en amont. Si on leur a, à 2 jours du tournage, si je leur dis tiens, ce serait super si tu me trouvais un coordinateur d'intimité, je suis pas sûr qu'ils apprécient. Après, bon. Parce que le souci c'est que, bon, on parle de tout ça, mais après dans la vraie vie, on sait que bon, les acteurs sont quand même assez vulnérables. Hein. On est dans une industrie où ils ont envie de travailler. Et que quand vous êtes très très connu, c'est très facile d'imposer des choses. Quand vous l'êtes moins, même quand les scènes d'intimité ne sont pas très développées dans le script, vous voulez le rôle et vous dites oui en vous disant, parce que ça moi j'en ai rencontré plein, des acteurs, des actrices comme ça, où on se dit bon c'est bon, de toute façon j'accepte le rôle, quoi qu'il y ait écrit en termes de nudité, on verra bien comment ça se passe, si ça se trouve j'arriverai à revenir dessus, si ça se trouve ceci, si ça se trouve cela. Et puis dans feu d'action il ne revient pas sur ton choix. Voilà, et d'où plein de malentendus à la fin, parce que du coup après la prépa passe très très vite. Il y a déjà tellement de choses à faire, tellement de lectures, tellement d'un qu'on ne parle plus trop des scènes d'intimité. Et puis, on arrive le jour J. Puis alors là... Et les prépas sont assez mauvaises en France pour les acteurs. Parce que moi, je sais qu'ils sont toujours très heureux quand ils ont des lectures avant. Et c'est assez rare. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peu. Parce que la lecture, on se rend bien compte de ce qui... D'abord, on entend un texte, on se dit c'est vraiment débile parce que ça ne veut rien dire. Et puis, on se rend compte de situations. Et s'il y avait un peu plus de préparation,
Pour les acteurs, je pense que ça... C'est parce qu'en fait, les préparations, ça coûte de l'argent. Donc les préparations sont courtes et elles sont surtout destinées à la technique. Et en fait, pendant la préparation, tout se fait. Le casting, les repérages, du coup, arriver à réunir tous les acteurs, le même... Enfin, et la grande mode en ce moment, c'est très... Moi, je le vois beaucoup avec... parce que la mode, ce sont les séries, ou les mini-séries, on va dire, les séries bouclées. Moi, j'ai régulièrement des acteurs qui commencent, donc c'est du 6 x 52 ou du 8 x 52. Alors d'abord, on change de réalisateur au bout de 4. On fait des blocs. Donc on fait des blocs 4-4. Et quand on commence à tourner le premier bloc, le deuxième n'est pas écrit. Donc ils ne savent pas ce qu'ils vont tourner. Alors là, c'est vraiment problématique parce que peut-être que sur la première partie, moi j'ai pas de scène d'unité, tout va bien. Et crac, je vais me retrouver avec des acteurs qui vont en avoir en deuxième partie. Et d'ailleurs, même pour négocier le nombre de cachets, je connais le nombre de cachets sur le premier bloc, et après ça l'a volé au deuxième, je ne sais pas. Et il arrive très régulièrement qu'un acteur commence à travailler sans savoir ce qu'il va avoir à tourner. Ça c'est démentiel, on voyait pas ça. C'est parce que parce qu'en fait maintenant la série a pris le pas sur le film, et on arrive avec une autre façon de travailler qui est un peu plus industrielle entre guillemets, où il y a un gros pôle de scénaristes qui écrivent pendant qu'on commence à tourner déjà les premiers épisodes, et qui fait que en fait autant la prépa du premier bloc se fait bien parce que le tournage n'a pas encore commencé, mais la prépa du deuxième bloc se fait en même temps du tournage du premier bloc, ce qui fait qu'il y a certaines équipes dédiées au deuxième bloc, mais d'autres qui travaillent encore sur le tournage du premier bloc, mais qui doivent travailler sur la prépa du deuxième. Enfin bon, c'est très difficile aussi pour les équipes, et elles font en fait tout le monde essaye de rattraper le truc, et souvent il y a moins d'argent au deuxième bloc parce qu'on a dépensé beaucoup trop au premier. Alors, donc il faut faire la deuxième saison, parce qu'on nous expliquait que ça... Merci pour toutes ces informations. Et du coup, la dernière question, on voulait te la poser, vous la poser du coup, Edith. On voulait te demander, vous demander si vous aurez des conseils à donner aux futurs réalisateurs et réalisatrices qui sont dans cette salle qui souhaitent aborder des sujets sensibles comme la sexualité. Déjà, la première chose pour moi, c'est de savoir pourquoi j'aborde la sexualité. Enfin, pourquoi déjà je fais une scène d'intimité dans mon film, parce qu'en fait, c'est ça qu'on se rend compte surtout. Et d'ailleurs, c'est vrai que les lectures pourraient aider aussi à supprimer certaines scènes quand elles ne sont pas utiles. C'est qu'en fait, quel est le but en fait de cette scène? Est-ce que ça fait évoluer mon personnage? Est-ce que ça fait évoluer le film? Est-ce que ça fait évoluer... Et je pense que le premier conseil, déjà, c'est de se dire est-ce que c'est nécessaire dans mon histoire? Mais comme chacune des scènes. Parce qu'en fait, souvent, elles sont plus expédiées que d'autres scènes où on va faire du dialogue, etc. Et effectivement, là, ce qu'on disait, c'est ils sont nus et ils font l'amour. Voilà, donc c'est pas, voilà, ça doit être traité comme en fait une scène normale finalement, et donc approfondie. Et après, on parle beaucoup du point de vue des acteurs, etc. Mais je pense que quand on regarde des séries comme Normal People, qui est magnifique justement parce que les scènes d'intimité sont hyper bien travaillées, même là Split, ou même des films où il y a des coordinateurs ou des coordinatrices d'intimité. Les scènes d'intimité, justement, sont hyper bien travaillées et elles sont au service aussi du réalisateur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas des personnes qui sont entre le réalisateur et l'acteur ou son équipe, c'est des personnes qui sont là pour qu'en fait, ton film, même au niveau des scènes d'intimité, soit encore mieux, finalement. Donc, voilà. Et la question aussi de se poser, si en fait, je fais sauter un acteur de 3 étages, je prends un cascadeur, pourquoi quand il y a une scène d'intimité, je ne prendrais pas un coordinateur d'intimité? Et voilà, je pense que c'est toutes ces questions-là qui a un sens, un but en fait de cette scène d'intimité, et comment en fait en tant que réalisateur aussi, ton film devient mieux, c'est en s'entourant. Enfin, en fait, on prend des experts sur chacun. Voilà, on va prendre un super DOP, on va prendre un super cascadeur, une super maquilleuse ou un. Et pourquoi en fait on ne prendrait pas un coordinateur d'intimité? Moi j'ai l'impression que justement c'est une aide que je trouve hyper intéressante, notamment dans la chorégraphie. Et moi je ressens en tant que spectatrice, quand je vois des scènes qui sont coordonnées par des coordinateurs d'intimité, la différence vraiment avec tout d'un coup le coït, on ne sait pas trop pourquoi ça se passe, et ça ne me procure aucune émotion. Donc moi ce serait plus justement essayer, et je pense que c'est au service du cinéma, quoi, complètement. Merci beaucoup, merci à toutes et tous. Vous voulez rajouter quelque chose? Si, moi oui. C'est que en fait samedi on a ça. Donc c'est que samedi on projette le film et on fait un autre talk avec en fait on l'axe aussi sur les métiers de technicien du cinéma avec le collectif 50-50 et une association qui s'appelle Divé+, qui fait en fait qui promeut l'inclusion et la diversité en fait dans les milieux du cinéma.
Donc il va dire par exemple à un réalisateur connu de prendre un 3e, 4e assistant, etc. En fait, pour te faire découvrir le milieu de cinéma à ceux qui n'ont pas vraiment accès. Et on a invité donc Paloma Garcia Martin, il y aura Noé Habitat qui est une actrice, une assistante réalisatrice et Nicolas Lenoir qui est un chef opérateur qui vont venir débattre après. Donc c'est à Commune Image, si jamais ça vous intéresse, ça vous pouvez venir pour continuer à parler de ce sujet-là. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Vous avez sûrement des questions. Oui, c'est intéressant les questions. Ah, il y a une question. Est-ce que si il y a un désaccord entre l'actrice et le réalisateur et que les choses sont bloquées, est-ce que ça vous est déjà arrivé de recourir à des doublures dans les scènes d'intimité, de recourir à des doublures? Alors, les doublures, c'est pas nous qui les imposons parce qu'un comédien ne voudrait pas faire quelque chose. C'est le comédien qui dit moi ça je me sens pas de le faire, ou bien cette partie je me sens pas de la dénuder, j'aimerais bien avoir une doublure. Parce que quand on prend une doublure, elle doit être validée par l'actrice que la doublure va venir remplacer, parce que pour l'audience, pour le public, c'est par exemple c'est ses fesses ou c'est lui qui fait l'amour, donc on doit avoir son accord. Mais c'est pas nous qui disons ah tu veux pas faire ça, c'est pas grave, allez je vais prendre quelqu'un qui va. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, il faut avoir un petit degré de notoriété. Oui, déjà parce que ça coûte de l'argent. Alors après, il y a sur des films où c'est un peu incontournable, à mon avis, d'en avoir. Mais faut-il encore que la doublure soit aussi bien... Voilà, déjà, il faut arriver à trouver une doublure qui ressemble, qui... Ouais. Tout de suite, ça complique quand même. Et qu'elles sont bien accompagnées aussi. Ah bah, et on accompagne, moi, on travaille du cast numéro 1 aux figurants. Hein. On travaille aussi, par exemple, on a des scènes des fois avec des figurants. Tu as déjà vu passer des castings, scènes d'orgie, on recherche 40 figurants, hommes, femmes, couple, machin. Je me précipite pas dessus voilà. en général. Mais bon, voilà. Et donc on accompagne aussi les figurants, les silhouettes, les comédiens, tout le monde. D'accord, c'est une catastrophe, figurant. Bah, parce que figurant, on peut laisser maltraité, voilà, bah oui, non, justement, on fait encore, moi je fais encore plus attention, parce que quand il y a du monde, il y a des figurants, il faut être encore plus attentif, parce qu'ils sont encore plus vulnérables que des comédiens lambda, on va dire. Pas toujours très bien respecté. Voilà, pas très bien respecté. Souvent au casting, là par exemple, la semaine prochaine, j'ai une scène d'intimité. La comédienne ne se sent pas de tout jouer, donc on a pris une doublure. Et le casting a pris la doublure, et quand je l'appelle, elle me dit « Ah oui, on m'a dit que c'était une scène de baiser assez passionnelle. » J'ai dit « Non, c'est plus que ça, c'est une scène de sexualité simulée. » Mais tu vois, déjà, on avait un petit peu amoindri le truc, quoi. Donc elle serait arrivée sur le plateau en pensant qu'elle allait juste embrasser le comédien principal avec 2-3 caresses, et en fait, elle s'en serait retrouvée dans une scène de sexualité simulée, ce qui n'est pas très cool. Moi j'avais une question, c'est je trouve que c'est très important d'accompagner les comédiens et comédiennes comme ça, et je me demandais est-ce que ce serait pas aussi intéressant de l'étendre à d'autres scènes que seulement l'intimité. À un moment où ça avait parlé des violences, est-ce que ce serait intéressant, et même il y a des histoires dans le cinéma, et je me demandais si c'était... Oui, ça existe déjà. C'est-à-dire qu'en fait, la notion d'intimité, elle est vue de manière très large et elle est vue aussi de manière très subjective par rapport à chacun. Par exemple, tu peux avoir un récit, je dis n'importe quoi, un récit sur où tu as un personnage issu, un personnage qui est racisé, par exemple. Et pendant tout le récit, il se fait insulter. On va lui dire ouais, c'est à l'arabe. Bon, ça peut être, tu vois, un petit peu traumatisant de faire entendre ça. Et donc nous, on a des outils, que les Américains appellent des rolling, des choses comme ça, où on va venir travailler le fait de comment pouvoir garder ta place tout en étant dans le rôle, mais en ne prenant pas les choses pour toi. Ou bien par exemple si tu as une scène entre agresseur-agressé, c'est aussi compliqué pour l'agresseur, tu vois, de jouer celui qui va violer, celui qui va... Et ben voilà, on a des techniques pour faire en sorte que, ok, là c'est vraiment pour le travail, mais dans la vraie vie je ne te ferai pas ça. Voilà, on crée ces espaces-là justement. Et moi ce que j'avais vu sur la série Split, c'est que par exemple,
Si par exemple il y a une, enfin c'est pas dans Suite, mais qu'il y a une scène de pédocriminalité par exemple, ou alors on évoque ce sujet-là, etc. En gros, ils vont parler aux acteurs, mais ils vont aussi envoyer en fait à toutes les équipes techniques la veille du tournage ou l'avant-veille. Par exemple, le coordinateur d'intimité va envoyer un mail à tout le monde en disant voilà, on va parler de ce sujet-là. Si pour vous c'est un événement qui peut être traumatique ou qui peut voilà, révéler quelque chose en vous qui est négatif, on en parle. Et ils font aussi ça c'est ça qui est intéressant envers aussi toute l'équipe technique. Voilà, si par exemple il y a du racisme, voilà, tous ces sujets-là qui relèvent de l'intime, hein, mais qui sont différents de la sexualité, ils sont pris en compte, et aussi envers les équipes techniques, parce qu'en fait on parle beaucoup des acteurs, mais bon, un caméraman, une chef opératrice ou un perchman qui n'est pas à l'aise avec ni la nudité d'ailleurs, ou même avec certains sujets, il faut aussi que son avis soit pris en compte, quoi. Donc c'est vrai que c'est une notion, finalement on parle beaucoup de la sexualité et de cette intimité-là, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus large finalement. On peut toujours proposer à tous les chefs de département, en disant tel jour il y aura cette scène-là, demandez à vos équipes, elles peuvent se faire remplacer ce jour-là. Parce qu'on n'a peut-être pas envie d'assister à certaines choses. Ouais, même juste pour une demi-journée parfois. Bien sûr, juste pour cette scène-là, cette séquence-là. No question, enfin aucune question posée, si tu as besoin de directeur de production il n'y a pas longtemps qui m'a appelé, j'ai négocié un comédien sur une série. Et c'est sur une scène d'interrogatoire avec de la torture. Et il m'a dit, il m'a rappelé pour augmenter le cachet parce qu'il m'a dit que c'est tellement dur que j'ai de la peine pour ton acteur. Ah ouais, d'accord. J'avais pas tout lu et j'ai regardé. Bon, c'est souvent ce qu'on dit, c'est que le cerveau, quand on joue, il ne fait pas la différence entre ce qui est joué et ce qui vivrait dans la vraie vie. Ce sont les mêmes endroits dans le cerveau qui sont stimulés et qui réagissent. Le corps aussi. Et voilà, et le corps après, bien sûr. Donc, à force de jouer, à la fin, en plus, si nous-mêmes on a vécu des traumatismes, ça peut les réveiller. Et même si on n'en a pas vécu, le soir, quand on rentre, c'est pas... voilà. Donc, même les méthodes un peu acting, où on te dit, va chercher dans tes émotions, tes traumatismes, tout ça. Bon, à la maison, quand on rentre, on n'a pas forcément un psy à la maison qui va pouvoir un petit peu reparler de tout ça. Non, ils sont souvent assez seuls d'ailleurs, les comédiens. Ben oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que la santé mentale des comédiens est pas top par rapport au reste de la population, hein. Il y a des études en Australie, aux États-Unis qui ont été faites, et dans les mondes, alors pas que du cinéma, mais dans le milieu artistique en général, la santé mentale, on voit qu'on prend plus de drogues, d'antidépresseurs, de choses comme ça. Mais donc, moi, je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit, mais vous avez dit qu'on n'en avait pas besoin de tant que ça, mais au final, j'ai l'impression que ça touche quand même à beaucoup de films et qu'il n'y en a pas dans tous. Il n'y a pas que des films avec de la violence ou de la nudité. Non, il y a beaucoup de... Alors, c'est-à-dire que nous, notre porte d'entrée, c'est vraiment l'intimité et la nudité. Et moi, c'est quand je lis, quand je dépouille un script, que je me dis, ah tiens, là, peut-être qu'il y aurait aussi besoin. Mais sinon, quand il y a, dans un script, il n'y a ni intimité ni nudité, et qu'il y a par exemple, il y aurait que de la violence, c'est pas du tout dans le réflexe de se dire, ah bah tiens, on va peut-être prendre quelqu'un pour venir un peu soutenir... Non, on n'en est pas encore à ce niveau de... Comme il manque en plus de l'argent systématiquement. Bah voilà. En fait, là, vous intervenez en coordination des équipes, mais comme tu le disais tout à l'heure, il y a quand même des équipes qui sont déjà sensibilisées, toutes ces questions-là sont prises en compte aussi par les différents départements. Et puis le cinéma français ne veut pas avoir de coordinateur d'intimité sur ses tournages. Hein. Oui. Enfin, les plateformes, elles sont évidemment Netflix, etc., comme c'est quelque chose, mais en France, il y a un énorme frein parce que justement, c'est un truc d'américain qui n'est pas du tout considéré par le réalisateur indépendant, un peu tout puissant, qui ne veut pas qu'on se mette entre son acteur et lui et qui ne veut pas qu'il y ait un coordinateur d'intimité. Donc la France aussi, comparée à d'autres pays, n'est pas hyper... Voilà, on n'est pas non plus complètement à la masse, mais on n'est pas hyper en avance parce que c'est vrai que l'auteur-réalisateur français, personne ne peut venir lui dire quoi que ce soit et il y a une espèce de mainmise où je peux manipuler plus facilement que s'il y a une tierce personne qui va commencer à poser 40 000 questions. La télé, ça avance assez vite en fait parce qu'il n'y a pratiquement plus de petits groupes de producteurs indépendants. Ils ont tous été plus ou moins rachetés. C'est des espèces de gros trusts maintenant et ils n'ont pas le choix en fait. Donc ils s'y mettent. Et c'est là du coup où la CPNEF peut être un endroit justement pour les producteurs parce qu'on regroupe les organisations syndicales d'employeurs
pour réfléchir à ces questions-là. Et avant de s'engager vers une obligation ou non, ça permet aussi ce temps-là. De dire pourquoi on en a besoin, à quel moment, sur quel endroit, sur quel film, enfin voilà, selon quelle modalité. C'est aussi un rôle. Merci, on va devoir s'arrêter malheureusement. Mais, merci beaucoup Merci. d'avoir été présent. J'ai vu que c'était pendant tout la dame. Avant ça allait.